Ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, pour cette nouvelle édition. Bienvenue à toutes et à tous. Dans les titres de ce journal, la rencontre à Accra, l'initiative d'Accra, où se trouve actuellement le chef de l'État, Patrice Talon, s'y est rendu avec 6 autres pays africains. Il s'agit de discuter des questions de protection contre les attaques djihadistes. Dans l'actualité également, le positionnement sur le bulletin unique qui est désormais connu pour les législatives de janvier 2023. Ce jour, la Sénat a procédé au positionnement des logos des partis politiques. À suivre en début d'édition le classement des 7 partis en lice. Et puis, dans ce journal, on vous emmène à la découverte d'une égreneuse de maïs à multifonction. C'est avec notre reporter dans le Septentrion, Pierrette. Bienvenue à toutes et à tous. Accra accueille le président Patrice Talon demain mardi au sommet de l'initiative d'Accra. Il s'agit d'une initiative de coopération d'États ouest-africains engagés contre la menace terroriste. Le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, le Ghana bien entendu, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali avec le Nigeria comme pays observateur. Sur place, notre reporter Osias Sounouvou est avec les ministres des pays membres qui sont déjà en session. Dites-nous, Osias, en quoi est-ce que le sommet qui s'ouvre demain s'annonce-t-il comme décisif? Oui, décisif. Ainsi est annoncé ce sommet sur l'initiative d'Accra, décisif au plan opérationnel où les chefs d'État de cette initiative sécuritaire intégrée ouest-africaine vont se prononcer sur le déclenchement d'une grande opération sécuritaire d'envergure, le coup d'Algou renforcé. Opération planifiée sur 12 mois pour les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso, du Niger et du Togo. Deuxième dossier stratégique, le financement. L'initiative d'Accra met un point d'honneur à miser d'abord sur ses ressources propres pour financer ces dispositifs sécuritaires, un système de renseignement partagé, un dispositif de formation des hommes dédiés à la riposte et enfin les opérations. Or, les interventions ponctuelles sont d'un effet limité sur la menace terroriste, d'où la nécessité d'un financement durable. Des volontés extérieures se manifestent ici. Londres, avec sa proposition de mobiliser des donateurs, l'Union européenne qui vient faire ici une déclaration sans doute de soutien. Mais fort de leur principe de souveraineté financière sur les défis sécuritaires, une question se pose. Sous quelles conditions ces intentions de soutien seront-elles acceptées? Réponse à l'issue de la réunion des chefs d'État de l'initiative d'Accra ce mardi 22 novembre. Ici, au Kofi Annan Conference Center, les ministres des pays membres de l'initiative préparent déjà des réponses. Le Bénin y joue un rôle incitatif. L'appel Talon de Dakar sur le volontarisme souverainiste des pays africains sur leur propre sécurité plane sur l'initiative d'Accra. Merci Osias Sounouvou. On vous retrouve bien entendu demain si tout va bien pour le compte rendu de ce sommet qui démarre ce 22 novembre. Mettons à présent le cap sur la Tunisie, plus précisément à Djerba où s'est tenu le 18e sommet de la francophonie. Plusieurs décisions en sont issues. La délégation béninoise est conduite par la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata. Que retenir des travaux? Suivons ensemble les propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Il est au micro de Jérôme Hongbo. La secrétaire générale de cette organisation, Mme Louise Mouchikiwabo, a été réélue par acclamation compte tenu de son bilan. Le deuxième élément, c'est le lieu du prochain sommet, du 19e sommet qui aura lieu en France. Le président Macron a annoncé cela puisque la France avait posé sa candidature. Et nous avons, en tant que Bénin, fait savoir qu'au nom de la règle qui permet d'alterner les continents pour la tenue des sommets, nous avons souhaité que le prochain sommet en Afrique ait lieu au Bénin. C'est un souhait du président de la République que j'ai partagé dès mon arrivée ici. J'ai confirmé, je dois dire, puisque je l'ai exprimé déjà depuis plusieurs mois. Et donc j'espère que nous allons travailler pour que le sommet, le 20e sommet donc, de la francophonie ait lieu dans notre pays qui est tout à fait prêt et en train de s'apprêter aujourd'hui à accueillir des rencontres internationales au titre de ce tourisme d'affaires que nous essayons de promouvoir. Le sommet
a adopté un certain nombre de déclarations. La première, c'est que le sommet s'est préoccupé des crises qui ont lieu, ce qui se déroule dans ces pays, dans plusieurs de nos pays, particulièrement les pays du Sahel. Le discours du président Kais Saied et celui de la secrétaire générale de la francophonie l'ont bien mis en évidence. Nous avons aussi adopté une déclaration sur ce qu'on appelle l'espace économique francophone, pour faire en sorte que les pays membres de la francophonie puissent travailler ensemble, que cet espace qui ne représente que 8% du PIB du monde puisse augmenter sa capacité. Et nous avons aussi travaillé sur tout ce qui peut favoriser les mobilités au sein de l'espace francophone. Donc en somme, c'est un sommet qui a permis de faire un pas de plus dans le cadre de la francophonie économique, un pas de plus dans le cadre du dialogue politique au sein de la francophonie. La vice-présidente de la République a rencontré aujourd'hui le président de la Slovénie parce que ce pays souhaite établir des relations avec le Bénin, souhaite approfondir les échanges entre nos deux pays, puisque vous savez que la Slovénie, c'est un nouvel État qui découle de l'ancienne Yougoslavie. Moi-même, avant l'arrivée de la vice-présidente, j'ai eu à signer un accord de coopération, un mémorandum de coopération entre le Bénin et l'Arménie, puisque l'Arménie a envie de s'ouvrir un peu plus vers l'Afrique et nous avons travaillé grâce à l'ambassadeur auprès des Nations Unies, nous avons travaillé à préparer cet accord que nous avons conclu ici, que nous avons signé. Cela sert de cadre pour des accords plus spécifiques dans des domaines plus précis, comme la formation technique et professionnelle, comme les échanges commerciaux. Et j'ai également eu un entretien avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la Serbie. Nous avons lancé depuis quelque temps une diversification de nos relations et les pays slaves sont des pays avec lesquels je pense que nous devons approfondir nos relations. Donc mes conversations avec ces deux ministres ont été de qualité. Évidemment, d'un point de vue informel, j'ai eu un non-entretien avec ma collègue Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada. J'ai eu des conversations aussi avec des collègues ministres des Affaires étrangères des pays africains, particulièrement ceux qui sont avec nous dans le cadre de la CEDEAO, en train de réfléchir sur le type de réponse que l'on peut apporter pour juguler les crises auxquelles nous sommes confrontés. Et en bref, l'actualité également, c'est aussi le mondial qui est en train de se dérouler actuellement au Qatar, le Sénégal. C'est la tâche numéro 10 sur le calendrier électoral et elle vient d'être exécutée par la Sénat. Les partis politiques connaissent désormais la position de leur logo sur le bulletin unique devant servir pour le scrutin de janvier 2023. Le tirage au sort s'est déroulé ce jour. Ghislain Bouguet, Donatien Falola. La Commission électorale nationale autonome. Dans la salle, l'ambiance est détendue, loin des oppositions et des tiraillements publiquement affichés. C'est la place de mon ami que vous voulez. 12h09, Sakalafi a fait son entrée et annonce avec humour. Ici, des gens ont des incantations qui les prononcent le moment pour avoir la position qu'ils souhaitent. Le tirage au sort peut commencer. À la fin de l'opération, sur le bulletin unique, les logos sont positionnés dans l'ordre suivant. 1. Mouel Bénin. 2. Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE. 3. Les démocrates. 4. Union progressiste Le Renouveau, UPR. 5. Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. 6. Mouvement pour la libération, MPL. 7. Bloc républicain, BR. Désormais, les partis politiques connaissent les positionnements sur le bulletin unique. En attendant la suite. La prochaine étape, c'est de muer cette maquette en spécimen. On leur fera tenir ce spécimen pour qu'ils puissent aller en campagne avec. Une campagne électorale qui commence le 23 décembre. Elle prend fin le 6 janvier 2023. Et une fois le positionnement des logos sur le bulletin unique effectué, les représentants des partis politiques présents lors du tirage au sort se sont prononcés sur l'opération. Nos reporters sur place leur ont tendu le micro suivant la position de leur logo sur le bulletin unique, suivant leur intervention. Très satisfaite
compte tenu du positionnement que la Providence a bien voulu accorder à Moël Béné sur le bulletin unique. Tout s'est bien passé et nous partons certainement tous d'ici sereins et chacun confiant en ce qui le concerne. Moël Béné particulièrement est très content de ce choix. Les choses se sont très bien déroulées. Il n'y a pas eu de couac. Je crois que le professionnalisme est de retour effectivement dans nos structures. Et je crois que la Sénat a très bien organisé les choses. Le combat, c'est sur le terrain. Ça s'est parfaitement bien placé. Le Seigneur a choisi pour nous notre position. Il a souhaité que nous soyons en haut de tous. Et à droite. À droite, c'est la force, c'est la puissance. Le Seigneur, c'est la voix du peuple. Le peuple, c'est la voix du Seigneur. Terminé, nous sommes en phase. Cela situe désormais nos militants et nos électeurs quant à nos positions sur le bulletin unique. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est investir le terrain. La position sur le bulletin, oui, mais c'est la position sur le terrain qui importe. Et donc, à vos marques, prêts, partez. Satisfaction, oui, on est satisfait. Nous occupons la 5e place, les 5 doigts de la main. Donc nous tenons la très bonne position. Le reste, c'est sur le terrain. Le numéro 6, bon, j'ai foi en Dieu. Je me dis que c'est le destin, puisque tout le monde a tiré, puis c'est resté le 6 pour MPL. Bonne chance à nous tous. Ça s'est passé normalement, et dans toute la transparence, comme la Sénat nous a appris à le faire désormais. Le BA a occupé une position facile d'explication. Très facile à expliquer dans toutes les langues. Et quelques citoyens de la commune de Kopargo dans le Septentrion donnent également leur appréciation sur ce positionnement sur le bulletin unique. Oseni Adeleke et Wenceslas Sarouimon ont recueilli leurs impressions. Vraiment, les mots me manquent beaucoup. C'est très bon pour le bulletin unique qui est sorti, surtout pour la participation des opposants qui sont là. Vous avez vu que la Sénat est à pied d'œuvre pour que les partis en lice pour la compétition du 8 janvier prochain puissent avoir lieu dans les très bonnes conditions. De ma position, je peux vous dire que c'est déjà bien heureux que tous les 7 partis sur les 8 qui étaient au départ puissent se retrouver sur le bulletin unique. Je crois que c'est une bonne chose pour la vitalité de la démocratie, parce que la démocratie c'est un jeu. C'est un jeu, la démocratie c'est un jeu. Et pour que le jeu soit vraiment intéressant, il faut qu'il y ait plusieurs partis antagonistes. Donc je crois que la participation de plusieurs partis va permettre aux partis vraiment qui ont une bonne assise, une grande assise de se faire valoir. Le parti qui mérite véritablement, qui a impacté les Béninois, sortent vraiment gagnant de ces élections-là. Nous saluons vraiment la participation de ces nouveaux partis. On verra vraiment qui est qui sur le terrain. Pour moi, le fait qu'il y ait une multitude de partis qui participent à ces élections-là, c'est une bonne chose. Cela en va de notre démocratie parce que ça va permettre effectivement à chaque parti de s'exprimer, qu'il y ait vraiment une concurrence. Maintenant, moi, je félicite le président de la République pour tout ce qui a été fait afin que tous les partis puissent participer à cette élection-là. Et on reste toujours dans le Septentrion, des rues de plus en plus illuminées. Voilà le spectacle qu'offre désormais la ville de Nati Tengou. Plusieurs routes asphaltées sont aujourd'hui électrifiées, une réalisation qui entre dans le cadre du programme d'action du gouvernement actuel et qui fait déjà la fierté des populations de cette localité. Oseni Adeleke et Wenceslas Sarouimon ont fait un tour dans la cité des Nanto dans la nuit de ce samedi. Regardons. L'obscurité est désormais chassée dans la ville de Nati Tengou. Plusieurs rues des 3 arrondissements de cette ville, Boriruri, Gantaborifa et Chirimina, asphaltées il y a de cela quelques mois, sont totalement électrifiées. Avant, à l'heure là, il n'y avait pas tout ce monde-là qu'on voyait. Il y avait la poussière qui embêtait et tout et tout. Bon, aujourd'hui, on a la lumière. Et les bonnes dames, voilà, peuvent rester jusqu'à tard la nuit pour vendre. Je pense que celui qui a parlé, celui qui a œuvré pour que cette lumière soit placée ici dans ce quartier ou bien dans cette ville et même au-delà de cette ville, c'est une personne à qui on doit tirer chapeau. C'est bien œuvré. Non, l'État, c'est bon. Nous sommes tous très satisfaits. Même les coins reculés qui étaient
dans l'obscurité, maintenant tout est éliminé, c'est bien. Vraiment, Natengo actuellement est éclairé un peu partout. Vraiment, nous avons vu quand même assez de merveilles dans Natengo, ce qu'on n'a jamais vu depuis des décennies. On sait à quoi ressemblaient ces endroits-là il y a encore quelques années. Et c'est dans tous les arrondissements urbains de la ville qu'on a bénéficié. Avant Talon, on n'a pas eu des choses comme ça. La réalisation de ces ouvrages qui font désormais la fierté des populations de Natitingou s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon dans le domaine de l'énergie. Merci pour tout ce qu'il a fait. Surtout pour nous avoir donné une bonne route et aussi de la lumière. Ah D'abord, depuis un certain temps, on n'entend plus parler de l'insécurité comme ça. Déjà, ça nous facilite aussi assez de choses. Et vous allez remarquer, les gens vendent assez ici. Vous voyez, il y a les gens qui sont sortis, ils installent leurs choses à cause de cette lumière. Merci au gouvernement et à son chef, M. Patrice Talon. Nos populations sont très satisfaites de ce qui est déjà fait. Parce que à travers l'asphaltage, l'éclairage est venu et la mobilité est plus vraiment simple à Natitingou. Cette réalisation du gouvernement va permettre de sortir non seulement cette ville de l'obscurité, mais aussi aux populations de mener ces activités génératrices de revenus, de jour comme de nuit, dans la sécurité totale. Un tout autre registre à présent, les concours initiés par l'UNICEF pour la mobilisation des populations contre la Covid-19 ont connu leur épilogue. L'organisation poursuit un objectif, faire de la jeunesse l'ambassadeur de la vaccination pour conjurer les effets néfastes de la pandémie. Les lauréats ont reçu leur lot au siège de l'institution. Renoir Kakpo, Daniel Ada. Les lauréats des concours organisés par l'UNICEF sont repartis les bras chargés. Ils ont été primés dans 3 catégories, les meilleures productions médiatiques et la vérification de l'info, le challenge Embarquons-nous pour la vaccination et le concours des meilleurs projets. Sentiment de satisfaction, ce n'est pas toujours aisé de produire des papiers qui peuvent être primés. Ça nous réconforte de savoir qu'il y a des organisations qui sont là pour nous appuyer dans nos initiatives et aussi la suite dans le processus, c'est d'utiliser les fonds reçus pour mettre en place réellement le projet. Notre projet, c'est Embarquons pour la vaccination. Je me suis levé avec mes amis, on a commencé la campagne. Et enfin, voilà ce que ça a donné. On ne peut que remercier les organisateurs et prier qu'on continue dans cette lancée, puisque c'est vrai qu'il y a un relâchement, mais le mal est encore là. Pour l'UNICEF, il n'est point question de baisser la garde face à cette pandémie qui a causé des centaines de milliers de morts un peu partout sur la planète. Donc je pense que la leçon apprise de cette pandémie, c'est qu'il ne faut jamais baisser sa garde. Il faut continuer à vacciner parce que si on arrive à s'en sortir aujourd'hui, c'est justement parce que beaucoup de personnes ont souhaité se vacciner. Donc aujourd'hui, nous avons pu reconnaître le travail à la fois des médias, mais aussi le travail qui a été fait d'un aspect genre. Et nous avons aussi pu reconnaître le travail que beaucoup de jeunes ont fait pour aller mobiliser le public. Donc on a souhaité les féliciter. Grâce au financement du gouvernement français et l'appui d'autres partenaires, l'UNICEF a jugé bon de mettre les médias et les jeunes au cœur de cette stratégie de mobilisation pour la vaccination. Le but est que beaucoup soient mobilisés pour pouvoir se faire vacciner afin d'élever le taux, d'aller de l'avant dans la sensibilisation. Grâce aux campagnes intensives de vaccination, le taux de couverture vaccinale au Bénin tourne autour de 30% de la cible, soit un des plus hauts de la sous-région. L'ambassade du Japon près le Bénin vient d'offrir des mammographes à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta. L'équipement médical vise avant tout à améliorer la qualité des soins dans ce centre hospitalier. Oseni Adeleke pour les détails. L'ambassade du Japon près le Bénin offre ici un mammographe à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tanguieta, l'outil principal du dépistage du cancer du sein. Ce don du peuple japonais vise à contribuer à la sécurité humaine. Comme vous le savez, le programme d'action du gouvernement de Bénin ambition de réorganiser le système de santé pour une couverture sanitaire plus efficace.
C'est pour accompagner les actions de Benham dans le secteur de la santé que le gouvernement du Japon offre, à travers la présente cérémonie, un mammographe avec une imprimante numérique à l'hôpital Sanjian-Ju de Tangueta. D'une valeur totale de 91 139 977 francs CFA, ce geste d'équipement médical vient à point nommé. La mammographie est à ce jour le moyen de dépistage à des stades infracliniques donnant plus de chances de survie aux femmes. L'implantation de cet important dispositif médical à l'hôpital de Tangueta aura désormais une portée qui couvrira tout le département et au-delà. Je suis sincèrement heureux de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir vous exprimer combien le conseil communal et moi-même sommes touchés de l'ordre qui nous réunit ce matin ici à l'hôpital Saint-Denis de Tangueta. Touchés parce que nous sommes en train de franchir un grand pas dans l'amélioration du plateau sanitaire de notre cher hôpital. Ce don du peuple japonais est en parfaite adéquation avec la politique nationale de santé du gouvernement du président Patrice Talon. Et au cours de cette cérémonie, le Japon réitère son engagement à toujours accompagner le Bénin dans le renforcement de son système sanitaire. Pour le retrait de vos attestations du bac ou relevé de notes et autres pièces relatives à ce diplôme, plus besoin de vous rendre au siège de l'Office du baccalauréat. En un clic, vous avez désormais satisfaction à vos requêtes, ceci grâce à la plateforme www.service.bac.bj. Le lancement de cette plateforme a eu lieu à Cotonou en présence de Kodos Abdoulaye et Ernest Tetegou. www.service avec S bac.bj. Vous allez là-dessus, vous pouvez effectivement voir. En un clic, recevez vos différentes pièces à l'office du bac, notamment l'attestation, le relevé et l'authenticité. Ils mettent directement les numéros de table et l'année d'obtention de leur bac et ils peuvent continuer le processus. Pour ceux qui ne connaissent pas leur numéro de table, ils peuvent passer par leur nom et prénom et indiquer l'année d'obtention de l'examen et cela leur donne la main. Les usagers, notamment les candidats admis ou non au baccalauréat béninois, les chefs d'établissement peuvent accomplir les formalités de demande des différentes pièces et finaliser le paiement à partir de leur smartphone. L'usager choisit le ou les pièces qu'il désire avoir à l'office du baccalauréat. Il s'agit essentiellement de l'extrait de relevé, de l'attestation de succès, de l'authenticité du diplôme. Il y a aussi les chefs d'établissement qui sont concernés, qui peuvent demander des statistiques par la plateforme. Pour un candidat qui est juste allé à l'examen, qui n'est pas admis, il est évident qu'il ne peut demander que son relevé de notes. Cliquez sur Suivre ma demande. Cette innovation limite les tracasseries liées à l'obtention des différentes pièces, réduit les délais de délivrance. Avec cette plateforme, le relevé de notes du baccalauréat est désormais délivré en 48 heures, l'authenticité en 72 heures, l'attestation séance tenante et le diplôme en 1 mois. L'Université d'Abomey-Calavi vient de bénéficier de l'appui du projet Timbuktu du PNUD. Il s'agit d'un pôle d'innovation et de technologie qui vise à accompagner les étudiants et les chercheurs. Les travaux de construction ont été lancés jeudi dernier. Jean-Claude James, Petroni Lokoso. Un site de 2000 mètres carrés pour donner corps à un rêve commun de l'Université d'Abomey-Calavi et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le pôle d'innovation et de technologie dont les travaux sont officiellement lancés. Cette initiative, faut-il le rappeler, ambitionne donc de permettre à la jeunesse estudiantine africaine en général et béninoise en particulier de s'engager de manière significative dans l'écosystème de l'innovation en tant que résolveur de problèmes, innovateur, entrepreneur, façonneur d'industrie, créateur d'emplois et concepteur de l'avenir de l'Afrique. Chaque année, sortent de l'UAC des jeunes diplômés prêts à s'engager dans une profession, mais par manque d'accompagnement, ils atterrissent dans le meilleur des cas
dans des activités qui ne correspondent pas toujours à leur profil. Vous comprenez donc notre joie, en même temps notre empressement de voir le pôle d'innovation et de technologie de l'université d'Abomey-Calavi devenir opérationnel. La construction de ce joyau s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Timbuktu du bureau régional du PNUD qui a nécessité un financement d'environ 3 millions de dollars US, soit 1,5 milliard de francs CFA environ, sur 3 ans. Son objectif, mettre en place un réseau panafricain d'innovation constitué de 8 hubs régionaux et de 10 pôles nationaux créés au sein des universités publiques dans 10 pays, dont le Bénin. Notre espoir est de voir ce module entièrement achevé, devenir un pôle d'attraction pour les innovateurs en sciences et technologies au Bénin. Le pôle d'innovation sera composé d'un makerspace plus moderne, d'un laboratoire de conception moderne, d'un espace de travail collaboratif et d'un bureau de transfert de technologie. Venons-en à présent à cette révolution agricole dont je parlais tantôt en titre. Bon nombre de producteurs agricoles ont aujourd'hui plus de facilité pour égrener le maïs après sa récolte, par exemple. Fini la pratique traditionnelle consistant à passer des mois à battre les épis entassés dans des sacs pour obtenir les grains. Les producteurs disposent désormais d'outils modernes, une révolution agricole qui a suscité la curiosité de notre correspondante dans la Liborie. Pierrette Adanyossi Giscard Akpovi nous explique le fonctionnement de cette machine post-récolte. Égreneuse multifonctionnelle. C'est le nom de cette machine qui sépare les spattes des épis et libère les graines du maïs en un laps de temps. Très pratique et facile à utiliser. Cette merveille vient mettre fin aux pénibles travaux de post-récolte des producteurs. Elle réduit la durée de travail et accélère aussi la production, ce qui facilite la tâche aux producteurs. Avant, on ne peut même pas avoir, disons, 5 sacs par jour. Avec cet appareil, ça enlève tout en même temps. Ça nous permet d'être plus, disons, efficace, la rapidité. En une journée, on peut faire un sac, même si à 150. Ça dépend de la rapidité de notre appareil même. Dans le souci de booster la production agricole et d'en améliorer la qualité, le gouvernement a d'ailleurs doté plusieurs coopératives villageoises des équipements du genre. Mais le besoin est toujours là. Cet appareil, on loue ça. Et en fonction du prix, on fait ça 500 par sac. Même si le gouvernement ne peut pas octroyer ce don à tous les paysans, s'ils peuvent en avoir ces machines et nous octroyer ça à des prix bas pour que chaque agriculteur puisse avoir sa machine à part pour le travail. Les producteurs sont convaincus que l'avènement de ces machines est gage d'un avenir radieux. Grâce à ces outils, ils verront leur production doubler, voire tripler à moindre coût. Et c'est sur cette prouesse, une révolution agricole que nous mettons un terme à ce journal. Merci de votre fidélité continue à la télévision nationale.